France Culture, il est 9h et presque 6 minutes. À la recherche du réel, deuxième partie, Une vie, une œuvre, Démocrite, par Jean Dève. Je vois que Einstein accepte les théories atomiques de l'Antiquité. Oh, il fait plus que les accepter. Il a même été un des défenseurs les plus ardents de l'atomisme. Vous me direz, à l'époque, quand il a commencé sa carrière scientifique, il avait 20 et quelques années, c'était le début du siècle, eh bien, l'atomisme n'était plus vraiment une bataille. Contrairement à ce que Heisenberg a soutenu, ce sont les atomistes grecs qui conçoivent peut-être une physique compatible avec l'idée que nous faisons aujourd'hui, par exemple des électrons, ou même de la dispersion, non pas des atomes, mais des particules d'atomes dans le vide absolu. D'où vient le mot atome? Le mot atome est composé de deux autres mots, un alpha privatif et tomos, qui provient d'un verbe qui vouloir dire diviser ou couper. Donc l'atome est ce qui n'est pas divisible, c'est donc un individu. Oui, c'est donc un terme négatif, là encore. Oui. Oui. Mais excusez-moi, vous cherchiez l'étymologie quand vous avez posé cette question, ou vous cherchiez autre chose? Dans l'étymologie, le mot grec. Donc de ce point de vue, le mot grec, si je puis dire, est facile à comprendre. Ce qui est bien plus compliqué, me semble-t-il, c'est l'arrière-fond philosophique de ce terme, au Ve siècle. Dans la pensée antique, lutte deux positions, deux tendances qui réapparaissent régulièrement. Je dirais, quand Thalès dit que tout est un, tout est haut, Anaximandre vient tout de suite et dit non. À l'origine, il y a l'indistinct. Et les identités qui naissent de l'indistinct, eh bien, y retournent. Quand Anaximène dit tout est air, Héraclite vient et dit non, tout n'est pas air, parce que les propositions spéculatives que nous formulons reposent sur le langage, sur le logos. Or, le logos est toujours séparé de ce qu'il dit. Et quand Parménide, après Héraclite, refait cette espèce de métaphysique de l'un, Démocrite prend un marteau et casse cette sphère de l'être en 1000 morceaux. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que ces 1000 morceaux seraient encore des petits corps. Ça, c'est faux. Ce que Démocrite dit, il dit qu'à l'origine, il n'y a pas une sphère de l'être. À l'origine, il y a le vide infini éclaboussé par les atomes. En ce sens que Parménide, me semble-t-il, partageait le présupposé de son époque en croyant que tout être était étendu. Je sais que les interprétations divergent de ce que fut la sphère de Parménide. Je pense, pour ma part, que cette sphère occupait l'espace et que Parménide croyait que tout ce qui existait
ne pouvait être qu'étendue dans l'espace. Voilà un préjugé qui ne sera brisé avant Platon, qui nous dit bien que c'est dans un cauchemar que nous croyons que tout être est étendu, alors que Démocrite avait fait le premier pas en disant qu'il peut y avoir une étendue sans l'être, c'est-à-dire le vide, le non-être, l'espace où se meuvent les atomes. Parménide soutenait que l'être était une sphère compacte, et que tout ce que nous voyons n'est qu'apparence. Eh bien, à cela, Démocrite répliquait non. Originellement, nous avons affaire à une diversité infiniment plus grande que celle que nous voyons, et ce que nous voyons, c'est déjà des agrégats, ce sont déjà des identités qui se constituent au cours du devenir. Donc, au lieu de placer l'identité à l'origine et la diversité dans la suite, dans le devenir, Démocrite prend le contre-pied et place la diversité radicale à l'origine et soutient que le processus cosmogonique nous entraîne vers la constitution d'identités éphémères, certes, mais moins diverses que cette diversité originelle des atomes et du vide. Ageneton gar einai legusin, kai diatutu Democrites ge deiknusin, os adunaton apanta gegonenai. Ton gar chronon ageneton einai. Ils disent en effet que le temps, sous-entendu, est inengendré, et c'est à partir de là que Démocrite montre qu'il est impossible que toute chose soit engendrée. En effet, le temps est inengendré. Alors, il y a dans la littérature démocritéenne, comme pour tous les présocratiques, 2 ou 3 sortes de textes. Il y a les textes B, qui sont les fragments de Démocrite. Et puis, il y a les textes A, les textes de témoignages de philosophes sur Démocrite, et les textes C, qui sont des imitations. Or, quand on regarde l'état du corpus démocritéen, on a une surprise immédiate, à savoir que les fragments B, donc les fragments tenus pour authentiques, sont très rares à concerner l'atomisme. Ce sont surtout des fragments moraux et politiques. Et c'est surtout dans la littérature des témoignages, c'est-à-dire dans la réflexion des philosophes sur l'atomisme, qu'on trouve les renseignements les plus précieux sur l'atomisme de Démocrite. Alors, si vous voulez, on peut chercher. Alors, pour démentir le propos que je viens de tenir, je crois qu'on pourrait reprendre le fragment le plus éléate, c'est un fragment de Plutarque, mais ce fragment de Plutarque, qui est le fragment 156, emprunté au contre-Colotès, qui était un épicurien, est très important, mais il ne cite que 2 mots de Démocrite. Alors voilà comment ce fragment se présente. Et Colotès reprend en lui, premièrement, que, supposant que chaque chose ne soit point plutôt telle que telle, il confond, c'est-à-dire il établit un mélange, il confond par là toute la vie humaine.
Mais il s'en faut tant que Démocrite ait eu cette opinion, que nulle chose ne soit plutôt telle que telle, qu'il en combattit à l'encontre du sophiste Protagoras qui l'avait dit, et écrivit plusieurs bons arguments concluant à l'encontre, lesquels ce beau Colotès ne vit ni ne lut jamais, même pas en songe. Mais c'est abusé à force d'entendre un passage qui est en ses œuvres, là où il détermine que Den c'est l'étang, Den n'est pas plus que Méden, le néant, nommant en ce lieu-là Den le corps et Méden le vide, voulant entendre que le vide avait sa propre nature et subsistance aussi bien que le corps. On peut concevoir l'atomisme comme un effort pour retenir d'une part l'héritage logique, l'héritage de l'argumentation parménidienne, en affirmant cependant tout ce que Parménide a nié, c'est-à-dire la multiplicité et le mouvement. Et pour affirmer ce que Parménide a nié, il fallait bien évidemment, et c'est quand même ça le génie de Démocrite, affirmer l'existence du vide, puisque c'est le vide qui est la double condition à la fois de la multiplicité et du mouvement. Mais c'est une banalité maintenant que de dire que les caractéristiques données par Démocrite aux atomes sont les caractéristiques données par Parménide à l'être. Et en particulier, ces caractéristiques, je pense qu'on peut le relever, sont négatives. C'est-à-dire que l'atome est indivisible, il est impérissable, ingénérable, etc. Aristote, qui est le principal témoin pour la pensée de Démocrite et de Leucippe. Leucippe est une espèce de fondateur mythique de l'atomisme. Il est le maître de Démocrite. On ne sait rien de lui. Et il occupe dans les histoires de la philosophie écrites par les anciens la même position que Socrate par rapport à Platon. Il n'a pas laissé d'écrit. Donc Démocrite et Leucippe ont une conception, d'après Aristote, qui est contradictoire en elle-même, puisqu'ils prêtent aux atomes des formes. Les atomes sont différents les uns des autres, ils ont des formes. Et puis, les atomes sont définis par la position qu'ils occupent dans l'espace, dans le vide, les uns par rapport aux autres. Et Aristote souligne la contradiction qu'il y a à définir l'atome par une propriété intrinsèque, sa forme, et par une propriété extrinsèque, c'est-à-dire sa position par rapport à un autre atome. Alors là, il y a des mots bizarres qu'Aristote cite et retraduit dans son propre discours. Ce sont les mots rythme, rhusmos, toucher traversant, diatigé en grec, et tournure, tropé, spin pourrait-on dire. Alors, Aristote traduit ces trois termes, rythme par forme, toucher traversant ou contact traversant par arrangement, ordonnance, et tournure par position. C'est un problème fascinant pour l'historien de la philosophie que de se demander si ces traductions sont correctes, ou si ces traductions sont en fait des déformations qui permettent ensuite de critiquer la pensée qu'on a retraduite. Et effectivement, là je vais vous faire grâce de la recherche un peu philologique, effectivement, on s'aperçoit que ces trois propriétés de l'atome n'ont rien à voir avec ce qu'Aristote y découvre et ce qu'Aristote y critique. Le rythme, par exemple.
rhythmos, est un terme qui est exclusivement utilisé pour décrire les propriétés de l'écriture. Par exemple, lorsque l'alphabet phénicien est adopté par les Grecs et adapté à leurs besoins, Hérodote décrit l'opération par le terme de métarhythmitsein. On a changé le rythme, c'est-à-dire l'ondulation de l'écriture. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la poésie archaïque où le rythme désigne tout simplement un enchaînement, une sorte de mouvement comment pourrait-on dire, sinusoïdal, un mouvement qui connaît des hauts et des bas, par exemple les humeurs de l'homme. Ondulatoire. Donc, les atomes, si on prend cela au sérieux, auraient pour propriété, non pas de posséder un contour, une forme, mais d'onduler, de se déplacer dans l'espace à la manière du tracé de l'écriture. Et du coup, c'est une sorte de, je dirais, de véritable révélation, du coup j'ai compris le terme bizarre du toucher traversant. Diatigé, qu'Aristote traduit par ordonnance. On ne sait pas pourquoi, par arrangement. Parce que le toucher qui traverse, ou le contact qui traverse, est l'un des moments décisifs dans l'élaboration de l'écriture. Quand on écrit un gamma, par exemple, le tracé se touche en un point et traverse. Hermias. Démocrite considère comme principe l'être et le non-être. L'être étant le plein et le non-être le vide. Le plein produit toute chose dans le vide, selon la modalité et le rythme. Et une fois que j'avais établi le lien entre le rythme et le toucher qui traverse, il me restait à comprendre la tournure, la tropée. Et le mot étant utilisé pour décrire les mouvements du soleil, les solstices par exemple, la tropée du soleil, c'est quand le soleil revient sur ses pas. Il me paraissait évident que c'était encore un trait caractéristique de l'écriture. Et si on réfléchit bien, on découvre que le mouvement qui constitue un retour sur soi, suivi d'une traversée et d'un contact, eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour définir l'écriture. Et j'ai donc conclu, dans quelques textes que j'ai publiés il y a une dizaine d'années, que les atomes des premiers matérialistes n'étaient pas des corps, et que tous les problèmes qu'on avait soulevés étaient de faux problèmes qui dérivaient de la retraduction aristotélicienne de cette pensée en termes d'ontologie de la représentation spatiale, immobile, statique. Aristote. Démocrite dit que l'étendue existe ainsi que le vide. Le premier étant l'être, le second le non-être.
Il parle en outre de la position, de la figure et de l'ordre. Chacun d'eux est un genre renfermant des contraires. La position enveloppe comme contraire le haut et le bas, l'ordre, l'avant et l'après, et la figure, l'anguleux, le droit et le courbe. Donc c'est cette question-là, c'est cette articulation-là qui me paraît intéressante. Est-ce que véritablement il n'y a aucun rapport entre les fragments éthiques et la physique, ou est-ce qu'on peut comprendre pourquoi, ayant la physique qu'il avait, Démocrite a écrit l'éthique, ou n'a pas écrit, selon qu'on est pour ou contre l'authenticité, pourquoi est-ce que Démocrite a écrit cette éthique-là? Bon, autrement dit, est-ce que cette éthique, dont il nous reste quelques morceaux, correspond ou non à la physique de Démocrite? Ce serait là la question qui m'intéresserait de développer. Mais pourquoi le non-être est-il identifié au mouvement? Eh bien, sur le non-être, deux interprétations sont possibles. Il y a une lecture faible, disons, enfin pour simplifier, qui consisterait à dire que le vide, c'est le lieu dans lequel les atomes se meuvent. Mais cette explication n'est pas très grecque, au fond, parce que aucun grec n'était gêné pour expliquer un mouvement dans le plein. Et le mouvement dans le plein, imaginé par Platon Timée, repris par Aristote, va donner la théorie des tourbillons de Descartes au XVIIe siècle. Alors, si l'on fait du vide simplement un lieu, un espace vide, un lieu vide, au fond, on ne rend pas compte de la vraie fonction du vide. En réalité, et c'est là la lecture forte, la fonction forte du vide, le vide fonctionne comme une cause motrice, comme une cause efficiente. Et du même coup, vous voyez l'atomisme démocritéen se construire avec une référence à deux types de causalité. La causalité matérielle, ce sont les corps premiers ou les atomes, et puis la causalité efficiente, c'est-à-dire le vide tenu pour l'origine du mouvement. Et du même coup, vous voyez bien que Démocrite peut faire l'économie de la cause finale, hein, et de l'acte et de la cause formelle. Et par conséquent, sa nécessité à lui est une nécessité purement mécanique qui fait l'économie complète de toute finalité. Démocrite soutient par exemple qu'il y a un nombre illimité d'atomes et un nombre illimité d'univers. Il dit qu'il faut se représenter la manière dont les atomes fabriquent les univers à peu près comme la façon dont les lettres de l'alphabet permettent d'écrire des tragédies. Et il dit donc qu'il ne faut pas douter qu'il y ait un nombre illimité d'univers, car un nombre limité de lettres permet déjà d'écrire un nombre illimité de tragédies. Épicure
qui reprend donc les thèses de Démocrite. Et le premier a appelé les atomes corps, ce qui a évidemment influencé l'interprétation du premier atomisme. Démocrite ne les appelle jamais corps. Épicure les appelle corps parce que son atomisme s'inscrit dans la retraduction aristotélicienne, qu'il adopte, qu'il déforme pour faire renaître un atomisme au sein même de la cosmologie aristotélicienne. Donc pour Épicure, les atomes sont des corps. Et pour Démocrite? Et pour Démocrite, ce sont des tracés, ce sont des espèces de spaghettis, si vous voulez, qui se propagent dans le vide. Ce ne sont pas des figures. Ce ne sont pas des figures fermées sur elles-mêmes. Ce sont des figures, si l'on veut admettre que l'écriture, par une certaine répétition du retour sur soi, peut produire des constantes. C'est-à-dire il y a une espèce de figure qui peut se répéter, mais le propre de l'atome est de se mouvoir et d'éclabousser le vide, comme dit Démocrite. Aëtius. Démocrite pensait qu'il existe deux attributs, la grandeur et la figure, tandis qu'Épicure en ajoutait un troisième, la pesanteur, car, déclare-t-il, il faut nécessairement que les corps reçoivent l'impulsion de la pesanteur pour se mouvoir. Démocrite déclare que les corps primordiaux, c'est-à-dire pour lui les compacts, sont dépourvus de pesanteur, mais se meuvent, par choc mutuel, dans l'illimité. Et il est possible qu'il existe un atome, qui soit de la taille du monde. Qu'est-ce qui reste de la vie de Démocrite? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on en sait encore aujourd'hui? Eh bien, il reste des éléments historiques mélangés à des éléments romancés. De telle sorte que, si votre question porte sur ce qui reste réellement, la réponse est exacte et presque impossible. Si la réponse appelle l'évocation à grands traits d'une figure tout à fait marquante, là, il y a beaucoup d'éléments. Il y en a trop, pour la raison que nous venons d'évoquer. Alors, qu'est-ce qui reste pour vous? Eh Vous bien, pourriez raconter un homme qui avait un bien important, qui à l'héritage de son père, abandonne les terres à ses frères et se livre à des voyages, à des explorations. Ensuite, il revient ruiné, comme le frère prodigue. C'est le savoir qui le ruine? C'est ce qu'il est allé chercher en Égypte? On ne sait pas très bien. Là même les anecdotes romancées se font discrètes. On sait que c'était un homme qui n'était pas, au départ du moins, très proche des réalités quotidiennes. Il s'était construit dans sa jeunesse une cabane au fond du jardin, et son père était obligé d'aller le chercher à l'heure des repas pour lui rappeler les nécessités de l'existence. Puis après ces longs voyages, il revient ruiné, et là commence une vie spéculative qui est extrêmement étendue, puisqu'il est mort, selon certains, à 109 ans, comme Gorgias. C'est sans doute trop, quoi. Mais supposons qu'il ait vécu jusqu'à 90 ans, comme il n'a pas arrêté de travailler, et qu'il était très vert sur la fin, certainement sa pensée s'est affinée, s'est modifiée profondément, et il y en a des signes dans l'œuvre. Alors cela dit, d'autres événements marquants de sa vie peuvent être cités. Son voyage à Athènes, où il a suivi l'enseignement de Platon, mais en demeurant, comme il dit, incognito. Et puis, sa rencontre avec Hippocrate, qu'il avait invité à Abdère, alors qu'il était déjà célèbre. Selon vous, qu'est-ce qu'il va chercher en Égypte?
Sans doute, cette île a la tendance égyptomaniaque de l'époque. Tout le monde, tous les Grecs vont en Égypte. Depuis Solon, le voyage en Égypte est l'équivalent du voyage en Italie. Bon. Mais d'un autre côté, il va observer par lui-même, parce que un des traits de sa méthode, c'est l'autopsie, entendue étymologiquement comme aller voir les choses par soi-même. Et selon vous, qu'est-ce qu'il va chercher dans le monde? Enfin, qu'est-ce qu'il veut trouver? Il veut trouver une explication rationnelle, et il veut sûrement aussi apprendre quel type d'explication rationnelle on a pu fournir avant lui. La physique de Démocrite nous est connue essentiellement par la tradition, par Aristote, beaucoup de textes d'Aristote qui se rapportent à Démocrite, par, à mon humble avis aussi, Platon, parce que la figure de Démocrite, me semble-t-il, enfin l'anti-Platon, très exactement, hante littéralement Platon, dans la mesure où Platon répond, c'est une réponse, il me semble qu'on peut comprendre la philosophie de Platon comme vraiment une volonté de rendre la pensée de Démocrite impossible. Je pourrais essayer de le dire comme ça. Donc Platon n'est pas une mauvaise source indirecte, parce qu'il ne cite jamais le nom de Démocrite, à ma connaissance. Mais Démocrite est là, est présent, sous la forme de thèse attaquée par Platon. Bon, on a Aristote et puis on a toute la tradition postérieure. Alors, quand on sait quand même les déformations que Aristote fait subir à des auteurs dont on a par ailleurs les textes, et en particulier à Platon, bon, la façon dont il interprète avec son génie propre, ses termes propres, son vocabulaire propre, par exemple. On ne peut que se méfier du témoignage d'Aristote, mais pas seulement de celui d'Aristote, à mon avis, de tous les autres. Donc essayer de reconstituer, ça me paraît toujours une entreprise perdue. Donc on ne peut pas reconstituer. La seule chose, me semble-t-il, qu'on puisse faire, c'est essayer de retrouver la... On pourrait dire que ce serait un mot de Démocrite lui-même, d'ailleurs, le choc démocritéen. Car évidemment, Démocrite a était le premier à penser le monde d'une certaine façon, je pourrais le dire comme ça. Et c'est cet ébranlement, cette rupture totale avec la pensée mythique, cette rupture totale avec les physiciens qui l'avaient précédé, cette première vision du monde qui se veut intégralement rationaliste, scientifique, d'un monde sans ombre, sans épaisseur, sans mythe, réduit alors véritablement à n'être qu'une composition d'éléments, d'atomes. Bon, libéré par conséquent de tout un certain nombre de choses. Bon, cette conception-là a produit des effets, et je pense que dans la tradition, sur les philosophes qui l'ont suivi, on peut saisir ces effets et du même coup essayer de retrouver la force de la pensée de Démocrite. Mais je pense qu'il vaudrait mieux penser en termes de force de cette pensée que croire qu'on va pouvoir reconstituer des détails ou un ensemble, me semble-t-il. Je vois que Denis Sebrienne essaie ou esquisse une réponse. Je serais peut-être un peu moins pessimiste, comme on dit, sur ce point. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer simplement, que pour Épicure, des différences infinies de forme auraient entraîné des différences infinies de grandeur. Cela à cause d'une conception différente de la structure de l'atome, question à laquelle je pourrais revenir. Nous lisons donc chez la plupart des historiens modernes le résultat d'un simple préjugé, c'est-à-dire le résultat d'avoir interprété la doctrine originale de Démocrite à la lumière d'Épicure. Et nous pouvons faire marche arrière, si je puis dire, nous pouvons retracer les pas de cette erreur en suivant l'argument que l'on trouve chez Épicure, mais en l'interprétant à la lumière du texte qui est conservé d'Aristote. Et nous pouvons de cette façon arriver à une conception de ce qu'était le système physique de Démocrite sur un point où ce système différait du système d'Épicure.
en gros que pour Épicure. Il y avait bien des différences finies de forme, alors que pour Démocrite, il y avait des différences infinies de forme, mais sans que ces différences infinies de forme entraînent des différences infinies de grandeur. C'est un simple exemple de la reconstitution à laquelle on peut arriver en comparant ces textes d'Épicure d'une part, de Simplicius ou d'Aristote d'autre part. Sous les yeux un énoncé de Démocrite repris par Aristote? Non, malheureusement pas. Il n'y a pas toute une phrase, il n'y a pas un ensemble de phrases qui puissent remonter à Démocrite, malheureusement. Il est même possible que ces termes soient une traduction dans la langue d'Aristote de termes provinciaux, si l'on peut dire, utilisés par Démocrite. Parce que nous savons que Démocrite affectionnait, soit à cause de ses origines, soit pour un effet de style, des termes qui ne sont pas restés dans le grec classique. Mais Aristote donne tout de même soit les termes authentiques de Démocrite, soit la traduction en ses propres termes, mais ce ne sont que des mots isolés dans un contexte aristotélicien. Pour continuer ce que dit Denis O'Brien, cette différence justement précise entre Démocrite et Épicure a été relevée par le jeune Marx dans un des textes de Genèse, enfin d'un Marx encore hégélien, par conséquent, dans un de ses textes de Genèse qui s'appelle « Différence de la philosophie de la nature entre Démocrite et Épicure ». Et c'était simplement pour montrer ce qu'on peut faire à partir d'une information aussi précise que celle que vient de donner Denis O'Brien. Comment est-ce que Marx interprète cette différence qu'il a parfaitement relevée, car il a fait un travail extrêmement précis, et je pourrais même dire philologique, Marx, à cette époque-là. Bon. Il dit « Démocrite, à la différence d'Épicure, admet un nombre illimité de figures ou de formes. » Bon. Ce qui le mène à une contradiction inaperçue dans son système. La contradiction est la suivante, c'est que admettre un nombre infini de figures, c'est contredire la notion même de figure, puisque si une figure, c'est ce qui distingue quelque chose, c'est une marque distinctive, s'il y a un nombre infini, illimité de figures, et s'il y a un nombre tout aussi illimité d'atomes de la même figure, bon, alors à ce moment-là, la figure n'est plus du tout un trait distinctif. C'est donc, en admettant un nombre infini de figures, qu'est-ce que fait Démocrite? Il nie la notion même de figure, la notion même de différence, par conséquent. Bon. De telle sorte que il pense une forme, une différence qui ne différencie pas. De plus, Démocrite pense aussi une position des atomes qui ne situe pas, puisque le vide est infini et qu'il y a un nombre infini d'atomes dans le vide. Donc la position des atomes n'est pas une situation des atomes dans l'espace, comme on pourrait se la représenter. Et de plus, dit Marx, Démocrite pense à un arrangement, une configuration, quand les atomes se rencontrent et s'accrochent les uns avec les autres, un arrangement qui n'est pas un ordre, puisqu'il ne correspond à aucune finalité, qu'il n'est principe d'aucune intelligibilité, donc qui est en fait un désordre. Bon. Donc selon Marx, les trois caractéristiques que Démocrite accorde à ces atomes sont des caractéristiques qui se nient elles-mêmes, puisque c'est une différence qui ne différencie pas, une position qui ne situe pas, un ordre qui est un désordre, qui est une absence d'ordre, si je veux dire. De telle sorte que ce qui résulte des configurations atomiques, c'est le monde sensible. Ce sont les choses composées, les choses sensibles, qui sont des compositions d'atomes. Et c'est pourquoi, selon lui, Démocrite, à la différence d'Épicure, pense que le sensible n'a pas de réalité. Il existe, ça c'est une citation, entre guillemets, célèbre d'Épicure, que les choses sensibles n'existent que
nomoi, par convention. C'est-à-dire qu'elle n'existe que pour nos sensations. Il n'y a pas de rouge, mais c'est parce que nous voyons du rouge ou du bleu. Donc c'est une interprétation, si j'ose dire, de la sensation humaine, de telle sorte que le monde qui est, pour Démocrite, ce sont les atomes et le vide, et le monde sensible n'est, c'est la traduction de Marx, qu'apparence, et même, à la limite, qu'illusion. Et le progrès d'Épicure par rapport à Démocrite, selon Marx, c'est précisément de ne plus avoir donné les mêmes caractéristiques aux atomes, ce qui permet d'accorder une réalité au sensible, ce qui permet de faire de la sensation le critère de la vérité. De telle sorte que, selon Marx, la physique de Démocrite contredit complètement la connaissance et la pratique de la connaissance de ce même Démocrite. Bon. À partir de là, on voit très bien comment, quand on veut reconstituer ce que vous disiez au début, le grand système, et en particulier ce qui pose de loin le plus grand nombre de problèmes, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, parce que là on a très très peu de choses, la théorie de la connaissance de Démocrite, eh bien, on échafaude quelque chose qui est parfaitement cohérent, mais qui est aussi parfaitement discutable. Épicure est obligé de dire qu'il se distingue sur deux points de Démocrite. Pour lui, les atomes ont un poids et tombent en ligne droite, de haut en bas. On doit conclure que les atomes de Démocrite n'avaient pas de poids, ce qui tend à confirmer la thèse que ce n'étaient pas des corpuscules. Et deuxième idée encore plus amusante, Épicure dit de Démocrite qu'il a eu tort d'admettre l'existence d'atomes de taille cosmique. Car, pour Épicure, les atomes sont invisibles parce qu'ils sont petits. Un atome de taille cosmique serait visible. Et il dit donc que Démocrite a eu tort d'admettre l'existence d'un tel atome. Mais si les atomes sont simplement des tracés, et pas des volumes, il est parfaitement possible de s'imaginer un delta de dimension cosmique qui tournoie autour de notre cosmos, autour de notre Terre, et qui reste totalement invisible parce qu'il n'a aucune épaisseur. On pourrait continuer pendant des... Car il y a eu une sorte de chassé-croisé, et ensuite les théoriciens de la physique moderne ont emprunté à ce débat philosophique les termes de leur propre débat. Simplicius. Démocrite déclare que les atomes, naturellement privés de mouvement, sont mis en mouvement par le choc. Mais est-ce que Démocrite introduit la notion de poids, le premier? Ah, pas le premier, non. Pourquoi ce petit sourire? Vous savez que c'est l'une de mes araignées au plafond, le poids chez les présocratiques. Non, il n'a pas introduit le premier, mais c'est le premier, me semble-t-il, à en avoir construit une théorie du poids. Le premier avec Platon, qui a fait du poids l'objet d'une réflexion soit scientifique, soit philosophique. Je pense que là aussi, comme pour la question de l'infinité ou non des formes, il fallait passer par un préjugé moderne. Ce préjugé est très simple. Il est exprimé avec une clarté qui est aussi une certaine brutalité, à la fois par Zeller au XIXe siècle, par Kirch il y a quelques années. D'après cette conception de la pesanteur est ce qui imprime au corps un mouvement vers le bas.
Si nous partageons ce présupposé, les données historiques pour Démocrite deviennent incompréhensibles, parce que d'une part, Aristote et Simplicius nous affirment que les atomes de Démocrite étaient doués de pesanteur, et d'autre part, ils disent tout aussi clairement que les atomes ne tombaient pas vers le bas. Laquelle de ces deux doctrines faut-il donc accepter? Les historiens sont partagés. Pour quelques-uns, les atomes de Démocrite tombent vers le bas et sont donc doués de pesanteur. Pour d'autres, puisqu'ils ne tombent pas vers le bas, ils n'ont pas de pesanteur. La solution, vous l'entrevoyez déjà, c'est qu'il faut se départir du préjugé d'après laquelle la pesanteur se traduit nécessairement par une chute. Ce n'en fut pas le cas pour Démocrite. Les atomes étaient doués de pesanteur, mais se mouvaient dans tous les sens dans le vide, et la pesanteur s'exprimait pour lui, me semble-t-il, par la violence du choc et par des différences de vitesse. Voilà, me semble-t-il, en gros, la solution du problème. Comment il en est venu à trouver le concept de poids? Par quelle sorte de déduction? Vous croyez que c'est une sorte de réponse à Platon? Je pense qu'il reprenait le poids, ou plus exactement le lourd et le léger, comme une paire parmi d'autres des opposés traditionnels, le chaud, le froid, l'épais, le moins épais, le rapide, le lent, etc. À cette différence près que, à la différence du feu, qui exprime sa chaleur en réchauffant un cœur duquel le feu s'approche, une pierre qui tombe sur vous peut vous blesser, mais ne vous rend pas plus lourd que vous ne l'étiez auparavant. Le lourd et le léger sont donc parallèles à d'autres opposés, à cette différence près qu'ils ne communiquent pas le caractéristique qui leur sont propres aux objets avec lesquels ils peuvent avoir un contact. Je pense donc qu'elle a repris ces opposés dans la tradition qui le précédait et qui croyait que la pesanteur s'exprimait soit par une différence de densité, soit par des différences de vitesse dans le mouvement, et que Démocrite a voulu donner un sens, une expression philosophique à ces opposés traditionnels. Mais je pense que l'expression qu'elle a donnée au poids dans son système physique n'était pas vraiment l'expression d'une déduction, mais un effort simplement d'esquisser, de communiquer un modèle de ce qu'a pu être le monde avant le monde que nous voyons, de ce qu'a pu être l'état des atomes dans un vide précosmique. Quand chacun prend la parole, il prend la parole d'abord en tant que lui-même. Je veux dire que le terme de ego, moi, s'opposant à tous les autres, aux insensés, on trouve ça encore chez Démocrite, en particulier dans les fragments moraux. Il y a les insensés, puis il y a le sage. Et cet ego, il est justement intégralement défini comme sophos, comme celui qui sait. Bon. Et qui rejette du même coup, du côté des insensés, tous les autres. Bon. Donc c'est toujours un clivage de cette sorte qui se perd, et au nom de quoi se perd-il? Au nom, j'ai envie de dire, d'un savoir-voir. C'est-à-dire que le sage, celui qui parle, parle toujours de ce qui est. Il est celui qui voit ce qui est véritablement comme c'est. C'est-à-dire qui est capable de percer, si j'ose dire, les apparences pour saisir véritablement ce qui est au principe ou ce qui est véritablement. Mais aujourd'hui, c'est quand même la position de Démocrite qui l'emporte.
à travers Galilée, Newton, Einstein. C'est quand même là, une tradition atomiste. Oui, à condition que l'on ne verse pas dans le matérialisme primitif, c'est-à-dire corpusculaire, enfin, le matérialisme qui admet l'existence de corps comme réalité première. La réalité première, bon, elle est ondulatoire chez Démocrite. Elle est pensée d'emblée, évidemment pas comme dans la science moderne sur le modèle du rayonnement, de la lumière. Cette onde primitive de l'atome est pensée par Démocrite par analogie avec l'écriture. C'est là que réside l'extraordinaire originalité, je trouve, de sa pensée, puisqu'il s'est servi, je dirais, d'une métaphore pour penser à partir d'elle quelque chose qui échappe à la représentation. Car cette origine qui n'en est pas une, qui n'est pas vraiment un tout, cette origine-là, on ne peut pas se la représenter. On peut simplement allégoriquement l'évoquer. Et l'écriture, le rythme, le toucher qui traverse, la tournure, la trompette, tout cela sont des manières d'extrapoler à partir de l'écriture des propriétés de l'atome qui ne tombent pas sous les sens, ni même sous la représentation noétique. Donc si Démocrite reste extraordinairement moderne, c'est qu'il l'a été pendant un certain temps en tant que contestataire fabriqué par l'orthodoxie philosophique, mais il est bien au-delà de cette contestation matérialiste du spiritualisme. Il l'est parce qu'il pense avec une profondeur extraordinaire, qui se prolonge dans son éthique d'ailleurs. On a beaucoup de fragments de l'éthique de Démocrite qu'on oublie toujours. Eh bien, il pense avec une extraordinaire profondeur les conséquences d'une impossibilité d'assigner à la réalité un fondement ultime. C'est là sa grandeur. Et c'est par là qu'il est moderne. Ageneton gar einai legusin, kai diatutu Democrites ge deiknusin, os adunaton apanta gegonunai. Tongar chronon ageneton einai. Ils disent en effet que le temps, sous-entendu, est inengendré, et c'est à partir de là que Démocrite montre qu'il est impossible que toute chose soit engendrée. En effet, le temps est inengendré. Alors, ce que signifie cette phrase, c'est que Démocrite, tout comme Parménide, il faut bien dire, pose l'impossibilité d'une génération totale. Si toute chose était engendrée, toute chose pourrait se corrompre du même coup. Il faut donc qu'il y ait de l'inengendré. Par conséquent, il faut donc qu'il y ait une exception ou des exceptions à la génération. Ces exceptions à la génération sont ces choses non temporelles, enfin nous dirions éternelles, mais c'est un terme très ambigu, bon, sont ces choses non temporelles, donc non engendrées, donc non corruptibles, que sont précisément les atomes. Bon. Il me semble qu'il faut comprendre ici que le temps n'est pas quelque chose qui existe et qui aurait été engendré. Or, tout ce qui est engendré, ce sont les composés atomiques, donc rien d'autre. Donc, le temps n'a pas de réalité. Il n'a ni la réalité véritable des atomes et du vide, ni même la réalité des composés atomiques. Il n'a donc que cette réalité éloignée de 2 degrés, finalement, par rapport à la réalité véritable, c'est-à-dire qu'il est totalement relatif à nos représentations. Et en ce sens, il n'est
ni éternel, si j'ose dire, ni même engendré. Je pourrais le dire comme ça. C'est comme ça que je comprends, mais la phrase n'est pas facile. Je voudrais avoir les lumières de Denis O'Brien sur ce point. Peut-être pourrais-je vous proposer quelque chose de plus utile encore. Ce sont les lumières de Simplicius sur la même question. Oui. Dans un témoignage de Simplicius rapporté dans son commentaire sur la physique d'Aristote, il s'exprime de la façon suivante. Je cite d'abord en grec. Ha mentoi Demokritos. Houtos a idion, e pepester enaiton chronon. Hotibulomenos dexai, me pantagenita, hous enarge, toi ton chronon, me gegonenai, prosecresata. Permettez-moi de vous citer la traduction de Dumont dans la collection de la Pléiade. Démocrite, pourtant, était tellement persuadé que le temps est éternel que, voulant montrer que nulle chose n'est engendrée, il fait appel, comme à une évidence, au fait que le temps n'est pas engendré. Simplicius semble vouloir dire ici la même chose, et ne s'est même pas trompé sur l'histoire du problème, c'est-à-dire qu'il affirme bien, tout comme Aëtius d'ailleurs, que le temps n'est pas engendré pour Démocrite. Il y a tout de même un brin d'hostilité dans la façon dont il s'est exprimé, parce que pour lui, successeur de Plotin, il est bien évident que le temps fut engendré. Le temps fut engendré par l'âme du monde. Il partage tout de même leur type de Démocrite que le temps n'a pas eu de commencement. C'est-à-dire que Simplicius, à la suite de Plotin, a distingué deux choses qui, pour Démocrite, n'en faisaient qu'une seule. Pour Démocrite, le temps n'était pas engendré parce qu'il n'y a pas eu de commencement du temps, il n'y a pas eu de commencement du monde ou des mondes innombrables. Ces deux choses ne vont plus ensemble pour Simplicius. Le temps est bien engendré, mais cette génération n'est pas temporelle. Le temps n'a pas eu de commencement, mais il a bien eu une génération. Voilà ce qui est implicite dans la façon dont Simplicius nous est présenté dans cette phrase, la théorie de Démocrite sur le temps. Aëtius. Les atomistes pensent qu'il faut s'arrêter aux 100 parties et ne pas poursuivre la division à l'infini. Aëtius. Démocrite affirmait qu'il y a un genre unique de mouvement, celui consécutif à la secousse. Une question qui n'a peut-être rien à voir avec Démocrite. Est-ce que c'est intéressant pour vous, finalement, de lire Démocrite à travers un autre? Mais d'abord, on n'a pas le choix. Vous savez, il y a une jubilation quand même, non? Ah, il y a une jubilation parce que, voyez-vous, l'esprit, c'est la pensée de la pensée. C'est très moderne, ça. Oui. C'est très moderne, mais c'est la réalité même de cette littérature. C'est comme si... alors, le recueil des présocratiques, c'est une Bible, d'accord. Mais c'est pas Dieu qui parle, c'est le philosophe, c'est les hommes qui parlent, parce que ce sont des philosophes qui parlent de la façon dont des philosophes ont pensé. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'une œuvre encyclopédique comme celle de Démocrite oui. ne survive pas, il ne reste plus rien. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu un relais. Eh bien, non, parce que bon, l'Antiquité ne pratique pas le copyright. On emprunte. Il n'y a pas eu la mémoire quand même de cette œuvre-là. Mais si, mais c'est une mémoire très vivante et qui accepte, qui admet les transformations. Et c'est pas propre seulement aux atomistes. Pensez aux stoïciens, par exemple. Les stoïciens, ils ont enseigné pendant 6 siècles. Bon.
Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'un système se transforme. Je recherche la formule de Démocrite, où Démocrite dit que la vie est un théâtre. Tu rentres, tu vois, tu sors. Le Kipos, Panta Katananken, Ten Doten, Uparkein, Eimarmenen, Legaigar, Entoi Perinu, Uden Crema Maten Guinetai, à la Panta, Ek Logute, Kai Upanankes. Le CIP pense que toute chose se produise selon la nécessité et que celle-ci est le destin. Il dit, en effet, dans De l'intellect, nulle chose ne se produit, maten fortuitement traduit du mot, c'est plutôt en vain, sans but et sans finalité, si j'ose dire, mais toute chose procède de la raison, logos, et de la nécessité. Dans ce fragment, on voit mise en place une opposition qui, me semble-t-il, sera celle même de Démocrite, à savoir que toute chose se produise selon l'ananké, la nécessité, et que l'ananké est identifié justement au logos même des choses, c'est-à-dire à la raison même des choses. Et que cette ananké, cette nécessité, s'oppose justement au hasard ou à quelque chose qui se ferait en vain, à l'aventure. Alors, ce qu'on peut remarquer chez Démocrite, c'est justement que, d'une part, le mot signifiant fortune, hasard, tuké, n'apparaît que dans les fragments éthiques, justement. Alors que dans la physique, les mouvements des atomes, la formation des mondes, enfin tout ce qui se produit selon l'ananké, selon la nécessité. Et ce qui est à la fois, quand je parlais au début, en commençant, du choc produit par Démocrite, parce que je pense que c'est peut-être le concept le plus choquant, littéralement, le concept démocritéen le plus déconcertant, ou celui qui nous force à tordre nos catégories habituelles de pensée, c'est que tout se produit selon la plus inflexible nécessité, et que, en même temps, cette nécessité, littéralement, n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas trouver d'intelligibilité, si j'ose dire, qui correspondrait à notre propre intelligibilité, c'est-à-dire à nos propres exigences de sens ou d'intelligibilité. Tout ce que nous pouvons faire pour comprendre, c'est comprendre, en effet, que tout se produit selon la nécessité, et que c'est ça qui permet de comprendre ou de penser le monde, sans qu'il y ait de dessein, de finalité, etc. Bon. Ce qui ne veut pas pour autant dire que tout se produise au hasard. Et je pense que Démocrite n'a jamais identifié
comme le fera plus tard peut-être Épicure, comme le fera à coup sûr des gens comme Nietzsche, le hasard et la nécessité, si vous voulez. Tout est nécessaire, mais ça ne veut pas dire que tout se produit au hasard. La notion même de tuquet n'intervient qu'à partir du moment où il y a interprétation humaine, c'est-à-dire désir, attente, espoir, déception. Et c'est à ce moment-là que les hommes disent que les choses arrivent par tuquet, par bonne ou par mauvaise fortune. Mais dans la nature même, tout arrive par nécessité. Il y a donc un phénomène de réduction chez Démocrite. Démocrite réduit le monde à n'être que l'œuvre de la plus parfaite ananké, de la plus parfaite nécessité. Et c'est pourquoi la pensée même est aussi une entreprise de réduction. Il faut que la pensée cesse de rêver, j'ai envie de dire, ou de souhaiter que les choses soient comme elle le désire, ou que le monde corresponde à ses propres exigences de compréhension. Il faut que la pensée colle à la réalité même, c'est-à-dire purement et simplement au mouvement et aux assemblages des atomes. C'est un exercice d'ascèse. Je veux dire que ça n'est pas très satisfaisant de penser que tout, littéralement tout, se réduit à n'être que une combinaison d'atomes qui se choquent, rebondissent ou au contraire s'accrochent dans un vide infini. C'est véritablement un effort qui est demandé à la pensée pour réduire ses propres, ce qu'Épicure appellera plus tard, ses propres fantasmata, ses propres fantasmes. Elle n'a rien à désirer de plus que ce qui est. Et c'est là que je verrai, pour ma part, l'articulation, justement, de la physique et de l'éthique. Lorsque Démocrite dit que le sage ne désire pas ce qu'il n'a pas et doit se contenter de ce qui est, ça paraît alors vraiment la maxime la plus triviale et la plus banale qui soit. Et pourtant, elle change complètement de sens, à condition qu'on restitue à Parestine, à ce qui est là, ce qui est véritablement présent, le sens démocritéen du terme. C'est-à-dire ce qui est là, se contenter de ce qui est là, c'est se contenter du fait de n'être soi-même qu'un composé atomique, passager, fugitif, qui se décomposera comme tout le reste, et se contenter aussi des choses qui sont là et qui ne sont que des composés atomiques. Et bien évident qu'un monde vu sous cette lumière-là, qui est quand même d'une crudité, on a presque envie de dire d'une cruauté incomparable, ce monde-là change complètement, pour reprendre le mot même de Démocrite, de présence. Parestine, ce qui est là, la présence même du monde, eh bien qu'est-ce que c'est? Ce sont des mouvements sans finalité, sans ordre, sans intention de faire sens. Ce sont des mouvements atomiques, et j'en suis un parmi d'autres. Les atomes, d'après Démocrite, étaient certes incoupables, indivisibles. Ils différaient pourtant dans la grandeur. D'après Aristote, ces deux doctrines comportaient une contradiction manifeste. S'il peut y avoir une différence de grandeur, on peut donc très bien distinguer la partie de l'atome plus grand qui dépasse la grandeur de l'atome plus petit. On a donc, à tout le moins, ne serait-ce que par l'intelligence, divisé de façon mentale l'atome même. L'atome peut donc ne pas être divisé sur le plan physique, mais il est bien divisible sur le plan intellectuel. C'était, me semble-t-il, pour faire face à cette critique, qu'Épicure a introduit la notion des parties minimes dans les atomes, ce que Lucrèce va appeler les partes minimales. Les atomes conservent des différences de grandeur, ils ne peuvent pas être séparés physiquement, mais on peut très bien distinguer à l'intérieur des atomes des parties minimes. Et ce qui est indivisible
non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel ou mathématique, ce sont des parties minimes. On a donc une sorte de structure de l'atome dans l'atomisme d'Épicure que l'on ne trouve pas, d'après Simplicius, d'après Aristote aussi, dans l'atomisme original primitif de Démocrite. Et c'est à partir de cette affirmation, la critique que lui a adressée Aristote, que Épicure a introduit ce changement fondamental dans la notion même de l'atome, de l'insécable. L'atome sera pour lui insécable sur le plan physique, mais divisible jusqu'à ses parties minimes par l'intellect. Ce sont maintenant les parties minimes qui deviennent, en un certain sens, les atomes réels. Hermias. Démocrite considère comme principe l'être et le non-être. L'être étant le plein et le non-être le vide. Le plein produit toute chose dans le vide, selon la modalité et le rythme. Aristote. Démocrite dit que l'étendue existe ainsi que le vide, le premier étant l'être, le second le non-être. Il parle en outre de la position de la figure et de l'ordre. Chacun d'eux est un genre renfermant des contraires. La position enveloppe comme contraire le haut et le bas, l'ordre, l'avant et l'après, et la figure, l'anguleux, le droit et le courbe. Aëtius. Démocrite pensait qu'il existe deux attributs, la grandeur et la figure, tandis qu'Épicure en ajoutait un troisième, la pesanteur, car, déclare-t-il, il faut nécessairement que les corps reçoivent l'impulsion de la pesanteur pour se mouvoir. Démocrite déclare que les corps primordiaux, c'est-à-dire pour lui les compacts, sont dépourvus de pesanteur, mais se meuvent, par choc mutuel, dans l'illimité. Et il est possible qu'il existe un atome, qui soit de la taille du monde. Simplicius. Démocrite déclare que les atomes, naturellement privés de mouvement, sont mis en mouvement par le choc. Aëtius. Les atomistes pensent qu'il faut s'arrêter aux 100 parties et ne pas poursuivre la division à l'infini. Aëtius. Démocrite affirmait qu'il y a un genre unique de mouvement, celui consécutif à la secousse. Ce qui est assez étonnant, c'est d'identifier la naissance de l'atome à la naissance de l'écriture. Oui, je crois que c'est le moment vraiment fascinant. Lorsqu'on essaie de penser le non représentable, ce qui est le propre de cet irrationalisme originel, on est entraîné vers des métaphores ou des allégories, puisqu'il faut un substitut représentable de l'irreprésentable ou du non représentable. Et l'écriture s'offre à Démocrite, je pense, à la suite des réflexions que Héraclite et son compatriote de Démocrite, Protagoras, le premier sophiste, faisaient sur le langage.
Ça veut dire là aussi, il y a une espèce de pente. Lorsqu'on commence à réfléchir sur le langage, et sur le fait que le langage ne se confond jamais avec ce qu'il dit. Le langage est toujours à l'écart. Il y a des fragments d'Héraclite qui disent tout simplement « la chose subtile est à l'écart, le logos est à l'écart, et la chose la plus séparée de toutes ». Pourquoi? Parce que quand on dit une chose, quand on dit arc, en grec, ça se dit bios, eh bien, c'est pas l'arc. Et la preuve, c'est que bios en grec, ça peut aussi être bios, la vie. Et comme dit Héraclite, on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit arc. On dit vie, alors qu'on veut dire instrument de mort. Donc, une fois qu'on a le langage qui est séparé de ce qu'il dit, le dire étant séparé de ce qu'il dit, eh bien, il est tout à fait intéressant de réfléchir sur l'écriture, qui est encore plus séparée que le langage. Démocrite. Françoise Balibar, Heinz Wiesmann, Jean-Paul Dumont, Monique Dixot, Denis O'Brien, Anne Wiazemski, Jean-Pierre Juncker, Serge Ristich, Claude Giovanetti, Jean Dève.